Poésie, le jeu des syllabes, j'en parle souvent. Je crois pourtant que c'est connu de tous, mais apparemment non. Les personnes à qui j'en parle sont parfois surprises. Eh bien, commençons par quelques voyelles nasales du français. Le un, on, en. Prenez Pierre Corneille, le Cid. Un, on, en. Il est un de mon sang. Et la réponse, on, en, un. Plonge-le dans le mien. Après, on a ce que j'appelle un palindrome sonore qui va du un au U, teinture du tien, un UU1. Il est un de mon sang, plonge-le dans le mien, et fais-lui perdre ainsi la teinture du tien. Mais oui, qui se promène dans les vers, ici ce sont des alexandrins, mais dans toute forme de vers rimés sensibles à la qualité phonique, phonétique de l'écriture, ne trouvera que écho, renversement sonore, des palindromes phonétiques tout le long du chemin. La véritable rime est permanente et interne. Si vous lisez les classiques, vous verrez des renversements de syllabes, de mots entiers. Chagrin, ingrat, guéri, rigueur, guéri par ma rigueur. Gloire, on enlève le G, l'occlusive loire, gloire, G-L-O-I-R-E. L'Orient, l'apostrophe O-R-I-E-N-T, mais quoique l'Orient soit plein de sa mémoire, Bérénice y verra des traces de ma gloire. C'est particulièrement réussi puisque les deux occlusives du premier vers, qui commencent le premier vers quoique, n'attendaient leur couronnement que par la rime du second et de son occlusive gloire. Encore un ou deux exemples, je ne vais pas les multiplier à l'infini. Je m'empresse de dire qu'il ne s'agit pas d'un calcul intellectuel, les sourcils froncés, où l'on va disposer dans des cases tous les phonèmes, les voyelles, les consonnes, les semi-voyelles, etc., les diphtongues. Non, pas du tout. C'est, comment dire, un état d'esprit dans lequel on se trouve, on se met, et ce sont les zones cérébrales qui sont sensibles au caractère chantant, c'est-à-dire à la langue dans sa spatialité et dans sa résonance, qui nous ouvre la possibilité de ces compositions, de ces véritables chorégraphies sonores, verbales, qui sont toujours conçues pour susciter le plaisir sensoriel de l'addiction. J'ai dit tout à l'heure, la rime terminale, n'être pas la rime essentielle. La véritable rime, je l'ai dit, être permanente et interne. Écoutez ceci. Chère sœur, suspendez la douleur qui vous presse. Chantons, on nous l'ordonne, et que puissent nos chants du cœur d'Assuérus adoucir la rudesse, comme autrefois David, par ses accords touchants, calmait d'un roi jaloux la sauvage tristesse. Je n'insiste pas, j'ai déjà mis en capitale tous les phonèmes qui font les rimes intérieures de ces vers. Je pense que tout le monde peut les entendre. Évidemment, une petite particularité, mais que je ne suis pas le seul à avoir, c'est que je suis synesthète. Et je perçois cela d'un miroitement vraiment fou. Je vois un serpent qui se tord au soleil, vraiment. Il n'y a pas le mot serpent, il n'y a pas le mot soleil, mais je sens ce miroitement très intensément. Il y a des pointes de bleu, de jaune intense, d'autres couleurs sous-jacentes. Mais bien, chantons, on nous l'ordonne, et que puissent nos chants du cœur d'Assuérus adoucir la rudesse. Valéry définit la poésie un abus des ressources musicales de la langue. Eh bien, il en donne de nombreux exemples. Tout à l'heure, j'ai montré de véritables permutations de syllabes. Guéri, rigueur, chagrin, ingrat. J'ai consacré une vidéo au sonnet de Paul Valéry intitulée Les Grenades, et que si l'or sec de l'écorce, or sec, écorce, c'est ce que la linguistique appelle une métathèse, mais c'est constant, c'est déployé tout au cours des alexandrins. Je pense, un exemple
qui me semble très parlant, le deuxième vers des Fragments du Narcisse, toujours de Paul Valéry. Ce soir, comme d'un cerf, la fuite vers la source ne cesse qu'il ne tombe au milieu des roseaux. Que tu brilles enfin, terme pur de ma course, ce soir. C-E-S-O-I-R, comme d'un cerf, C-E-R-F, la fuite vers, V-E-R-S, la source, S-O-U-R-C-E. Ce soir, source, cerf, vers. Le miroir du Narcisse est déjà dans le premier vers. Et encore une fois, Valéry n'a pas calculé intellectuellement cet effet quasi magique. Mais l'état d'esprit dans lequel on se trouve en composant l'engendre quasiment toujours. Sinon précisément celui-là, qui est quand même rare, mais d'autres similaires. Alors, pour les résistants, pour les plus endurants de vous, qui avez eu la patience de suivre cette vidéo pendant plus de 6 minutes 30, j'ai choisi d'illustrer mon propos par 2 sonnets. Ce sont ce que j'appelle des études de couleurs, des pièces de circonstances que je laisse s'envoler par récréation d'un travail de plus longue haleine. Je le dis sans pudeur, 10 ans sur Adonis, 30 ans sur Orphée, dont je ne sais toujours pas où il va me mener, puisque la reine des enfers laisse entendre que rien n'a de nom. Comment voulez-vous que je desserre l'étreinte, l'étranglement de cette dure leçon, si ce n'est par les petits trous de lumière ouverts par mes sonnets? La parole de Perséphone est dure, la réponse étouffante, sinon impossible. Et justement, sur la diction, je ne dis pas ces sonnets d'une façon naturelle, puisque, toujours dans le souci dont j'ai parlé tout à l'heure, je veux faire vraiment entendre le détail du travail phonique, phonétique, qui caractérise la composition des vers sensibles, justement, à cette valeur musicale de la langue. Et puis le naturel dans la diction des vers n'est ni plus ni moins naturel que celui de leur écriture, avec les 12 syllabes et la rime. Dites, ça fait plus de 8 minutes que je suis dans le noir. Est-ce que quelqu'un pourrait allumer? Bon, je reprends. Donc, le premier sonnet, ses couleurs principales vont se retrouver à la rime. Les rimes masculines, féminines des 2 quatrains sont inversées dans les 2 tercets. Un illustre modèle serait le sonnet en X de Stéphane Mallarmé. Dans les quatrains, on a les 2 rimes œil, E-U-I-2-L-E et heure, E-U-R, et dans les tercets, le féminin devient masculin et le masculin féminin, heure, E-U-R-E et œil, E-U-I-L. Ah, enfin la lumière! Pas un mot, pas un seul, rien, mon saule n'effeuille un si frêle miroir où déjà le jour meurt. Mais entière et parfaite est la paix qui m'accueille, et mes pas semblent faits pour ces lieux sans rumeur. Te voici, mon bel arbre, et si doux je les veuille, t'approcher de ces pas ne m'en fait pas moins peur. Moi offerte à mes yeux par un ciel couleur feuille, trop d'espoir, trop d'amour peuple et hante mon cœur. Qui ne sait, beau miroir, que la vie est un leurre, que la mort est légère à qui veut que tout meure,
Les bois purs de tes bras sont d'un tendre cercueil. Tu m'as dit bien souvent que tout vient à son heure. Mais du mal, mais du bien, je ne sais que j'effleure. Pas un mot, pas un seul qui défende le seuil. Un deuxième sonnet pour ceux qui n'en ont pas marre. Alors je ne soulignerai pas ses particularités phonétiques, elles sont à la rime et distribuées dans tout le poème, les semi-voyelles et les diphtongues. Mais je signale une nasale. Je ne dis pas laquelle des 4 nasales du français. Un, on, en, c'est l'une d'elles. Pour aider ceux que le jeu amuse, je dis simplement qu'elle existe bien présente dans les 2 premiers quatrains, qu'elle s'absente beaucoup du premier tercet et qu'elle revient en force dans le premier vers du deuxième tercet et dans son dernier vers. Trouvez-la. Me voici devant toi, découvrant mon histoire. Me voici découvrant mon regard dans le tien. Quel chemin j'ai suivi en longeant l'onde noire. Quel chemin jusqu'aux bords où la soif me retient. Me voici devant toi, libre à toi de m'en croire. Tant d'amour est en moi que nul eau n'y peut rien. J'ai marché tout le jour dans l'espoir moins de boire que de perdre en tes bois un chagrin toujours mien. Mon pur saule, aide-moi, mon bel arbre de gloire. S'il est vrai que mon bien m'est trop grand pour le croire, mes chagrins sont d'un poids que trop d'ombre entretient. Aide-moi d'une branche à franchir cette eau noire. Terme pur des chemins dont mes pas font mémoire. J'ai marché tout le jour, sans espoir d'autre bien. Est-ce que vous avez perçu, est-ce que vous entendez le bruit de quoi les mots sont faits, le jeu des syllabes? Il s'agit d'une mise à distance, d'un acte de refus de l'usage inconscient du vocabulaire, de la grammaire, des modes, des temps. Non, tout devient purement sonore. Peut-être connaissez-vous le mot de Maurice Denis, le peintre. Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval, une femme nue, une quelconque anecdote, est une surface plane recouverte de couleurs dans un certain ordre assemblé. Alors, je sais bien qu'ici je ne propose que des sonnets récréatifs. Je suis loin en deçà du travail beaucoup plus exigeant que demande la recherche des alexandrins du type Orphée. Mais j'essaie quand même de faire sentir, à travers ces modestes pièces, qu'avant d'être une saisie, une pensée de l'univers, une fixation de vertige, tout ce que l'exégèse de la métaphysique poétique peut trouver de transcendant, avant d'être quoi que ce soit d'autre, là que l'on me permette de citer un article que j'avais fait pour une revue poétique. Donc le poème est, on pourrait dire, un assemblage de mots, mais non. Non, ce sont bien moins les mots qu'une mise en harmonie, dissonance incluse, des signes qui les portent, qu'une mise en résonance des sons qui les composent, qu'une redistribution, on espère inspirée, de graphèmes et de phonèmes choisis pour leurs aspérités, leurs appuis ou leurs points d'ancrage possibles, par quoi le corps à corps littéraire et physique concrètement se vive et crée le relief dynamique, rythmique, visuel et sonore de tout le texte écrit. On peut rallumer, s'il vous plaît ?
ou bien moire, ou miroir. Plus d'un nom vous convient. Plus d'un nom qui m'est cher, et mon saule est du nombre. Mais un seul deviné dans vos yeux fait d'eau sombre, est doré de moissons dont l'été ne sait rien.